ce qui va se passer avec ce qu'on appelle la modernité, donc, c'est qu'effectivement, ces changements des traitements de la vérité comme quelque chose d'accessible par l'accès personnel ou vérité extérieure, va effectivement libérer une puissance énorme pour la connaissance et la capacité d'agir de l'espèce humaine, qui va se refléter dans un saut dans la technique, dans la science, dans les possibilités concrètes d'agir sur le monde, sur soi-même de l'homme, qui effectivement vont opérer une rupture avec l'ensemble de l'histoire jusque-là, à tel point qu'en anthropologie, vous savez, on a évoqué ça rapidement la dernière fois, en géologie, on nomme les différents âges de la Terre, âge de formation des grands plaques tectoniques, les changements par rapport au climat, donc les changements par rapport au mode de vie existant, etc. Et bon, donc il y a les grands âges comme ça géologiques avec les modes de proto-vie, des vies, des végétations, etc., des géographies qui va se dessiner, qui va accompagner ça. Et par rapport à des changements, donc ces âges-là sont marqués toujours par des changements très très importants dans lesquels on ne peut pas confondre une âge avec l'autre, n'est-ce pas? Bien. Et donc l'action de l'homme dans la modernité a occasionné des changements qui, d'un point de vue géologique, sont comparables aux grands changements des grandes époques de la Terre et de la vie sur la Terre. Et on considère donc que, pour les dater, mais c'est toujours, effectivement, ce n'est jamais d'un jour au lendemain, il y a parfois des changements dans la très longue durée historique, que c'est les étapes géologiques. Il y a parfois des éléments soudains, comme les fameuses hypothèses des météorites qui a fini avec les dinosaures, qui a changé les cours de l'évolution, parce qu'effectivement, du coup, l'évolution a suivi une autre voie qui va viser vers les mammifères, etc. Mais les grandes étapes géologiques, quand même, ne sont pas régies par des changements soudains qui changent toute la donne sur la planète comme ça, dans une courte durée. En revanche, l'action de l'homme avec la technique, etc., sur son environnement et sur lui-même agit d'une façon aussi profonde qu'un de ces grands changements géologiques, sauf que l'a fait dans un temps hyper court. Alors, on les date, je disais, les débuts de ce qu'on appelle l'Anthropocène, on les date avec la révolution industrielle. C'est-à-dire que l'action de l'homme, à partir de la révolution industrielle jusqu'à nos jours, avec une accélération énorme depuis la Deuxième Guerre mondiale, grosso modo, l'action de l'homme sur son environnement a provoqué des changements tellement profonds que l'Anthropocène se trouve marqué, imprimé dans les glaces de l'Antarctique, dans les forêts de l'Amazone, dans l'atmosphère, vous voyez, sans parler des types de végétation, des animaux, etc. Donc, il y a quelque chose comme ça que l'action de l'homme a modifié, par exemple, l'axe de rotation de la Terre. Effectivement, ça ne l'a pas modifié d'une façon visible à l'œil nu, mais a modifié l'axe de rotation de la Terre. Pour vous donner une idée, il y a certains types de méga travaux en Chine qui ont une incidence, par exemple, infinitésimale, mais une incidence sur la rotation de la Terre, par exemple. Donc, l'action de l'homme a modifié la matérialité profonde
du territoire. C'est là où je disais depuis la première fois, ce que nous devons essayer de comprendre, ce ne sont pas des changements, des cartographies, des changements des récits, mais vraiment à quel point il y a un changement du territoire, de la territorialité, de la matérialité même du monde dans lequel nous vivons. Alors, cet anthropocène, pour donner quelques éléments comme ça des changements de l'anthropocène, Céline va le dire. Que je commence à partir de quelle période Tu peux citer les étapes géologiques, les âges géologiques pour les gens qui ne se rappellent pas. Différentes ères, donc. Et quelques éléments centraux de chacun, quelques éléments, et après l'anthropocène. À l'ère paléozoïque, on a la crise de la faune marine, les premiers vertébrés terrestres, les premières plantes à graines, les premiers arbres. Ensuite, on a les insectes géants à la période carbonifère, avec les arbres primitifs de grande taille. Ensuite, à la période jurassique, on arrive à la division de la Pangée, l'apparition des mammifères marsupiaux, les premiers oiseaux, premières plantes à fleurs. Ensuite, la période du Crétacé, on est sur l'isolement de l'Afrique et l'isolement de l'Euramérique. Les déplacements des plaques tectoniques. Hein. Voilà, et les premiers mammifères placentaires. Ensuite, à la période paléogène, des premiers primates, l'isolement du continent antarctique et l'établissement d'un courant circumpolaire, séparation de la lignée humaine et de la lignée des chimpanzés à l'ère néogène. Ensuite, on a Abel et Lucie à l'ère néogène aussi, à l'époque Pliocène. Et ensuite, dans la période quaternaire, on a le cycle glaciaire dans l'hémisphère nord, extinction des mammifères géants, évolution de l'homme moderne, qui est donc à l'époque Pléistocène et à l'époque Holocène, l'agriculture et la sédentarisation. Est-ce que tu pourrais juste donner une ordre d'idée de grandeur de temps de chaque époque? Alors, l'époque quaternaire aurait débuté il y a 2,5 millions d'années à peu près. Et la période Holocène, il y a 117 000 années à peu près. Paléogène, il y a 28 millions d'années. Donc ça voulait dire l'isolement du continent antarctique. Le Crétacé aurait débuté il y a 145 millions d'années, donc c'est la période de l'isolement de l'Afrique. La période du Jurassique aurait commencé il y a 201 millions d'années, donc c'était le moment de la division de la Pangée. Ensuite... Non, c'est bon, merci. Non, ce que je voulais, c'est simplement avec cette... parce qu'on voulait les projeter, mais ça ne fonctionne pas. Oui, très bien. Non, ce qu'on voulait juste, c'est pour avoir une idée, vous voyez, une idée vague comme ça, mais une idée de qu'est-ce qu'on parle, de quoi on parle quand on parle des périodes géologiques, des âges de la Terre. On est en train de parler des déplacements des plaques tectoniques, on est en train de parler des changements absolus qui touchent l'atmosphère, qui touchent, vous voyez, c'est-à-dire l'apparition de différentes espèces modifient l'air, modifient la terre, modifient les mers, vous voyez, c'est-à-dire que quand on parle d'anthropocène, il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est-à-dire on est en train de parler qu'il y a eu des changements d'une telle profondeur que ces changements, que de façon rapide, comme ça Céline cite, et avec ces laps de temps, n'est-ce pas, qui sont quand même des laps de temps énormes de métabolisation de la part de la Terre et ses habitants, quels qu'ils soient, de ces énormes changements. Alors, aujourd'hui, voilà, les géologues, les anthropologues, les gens qui travaillent dans ces terrains-là, et les gens qui travaillent dans les climatologues, etc., les démographes, par exemple, aussi, parlent d'anthropocène dans ce sens-là. Vous voyez, ça parle dans le sens de que l'homme, l'activité de l'homme, a modifié les territoires, y compris l'homme lui-même, à un point tel que seulement est comparable avec ces grands, immenses blocs de la très, très longue durée.
Pour vous donner un élément démographique, pour que vous fassiez une idée de qu'est-ce qu'une des modifications inimaginables, mais inimaginables, la technique, effectivement, parmi les techniques, sont beaucoup de techniques de protection de la vie de l'homme par la médecine, par la pénicilline, etc., n'est-ce pas, par l'alimentation. Bon. Et une donnée démographique qui vraiment montre ce qui est la explosion de l'Anthropocène par rapport aux autres âges de la Terre, c'est que si nous considérons, d'après l'apparition des premiers hommes sur la Terre, tous les hommes qui ont existé depuis l'apparition du premier homme sur la Terre, Lucie, le premier homme sur la Terre, 1 sur 10 vit aujourd'hui. Vous comprenez? C'est-à-dire que 1 sur 10, c'est une explosion démographique sur un monde qui, effectivement, il faut bien comprendre que dans la modernité, la pensée, c'est que le monde est extensible, c'est-à-dire que c'est l'idée de croissance même, c'est-à-dire qu'on pourra se développer d'une façon infinie. Dans un monde qui tout à coup, à un moment donné, nous apparaît comme pas seulement pas extensible à l'infini, mais plutôt avec des limites très concrètes et qui se manifestent elles-mêmes. Se manifestent sous la forme de quoi? Se manifestent sous la forme des catastrophes, c'est-à-dire des catastrophes dites naturelles, mais que Anthropocène oblige. Il n'y a pas aujourd'hui des catastrophes naturelles qui ne soient pas, pour le moins, agencées, articulées dans ses origines ou dans ses conséquences, parfois les deux, mais au moins dans ses origines, au moins dans ses conséquences, il n'y a pas de catastrophes dites naturelles qui n'ont pas un ou plusieurs facteurs de cette catastrophe-là qui n'aient pas à voir avec l'activité humaine. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous voyons un typhon, une tempête, un ouragan, un tremblement de terre, y compris, vous voyez, eh bien, on ne peut pas voir, dans les cas de tremblement de terre, ça serait, pour le moment, dans tous les cas, on ne pense pas qu'il y ait des essais nucléaires souterrains, etc. On ne pense pas qu'il y ait une incidence sur la question des plaques tectoniques. Mais, donc, ce n'est pas dans les causes, mais dans les conséquences, oui, vous voyez. Donc, on ne peut pas voir une seule catastrophe naturelle dans laquelle on ne trouve pas, dans les causes ou dans les conséquences ou dans les deux, la trace de l'Anthropocène. Alors, cet Anthropocène-là, effectivement, je disais tout à l'heure, l'homme de la modernité est un homme qui va se vivre effectivement comme seul face à une sorte de néant d'âme, de la matière inanimée soumise à des forces mécaniques. Alors cet homme-là, vous vous rappelez la dernière fois, on voyait comment la modernité fonctionne avec une norme qui n'est plus donc la norme innée de l'aristocratie, etc., mais qui est cette norme du visible, n'est-ce pas, etc. Eh bien, avant la modernité, ou les peuples non modernes qui existent encore, sont des peuples qui ne se trouvent pas dans cette, entre guillemets, solitude de l'homme, de l'humanisme. Il y a de l'autre. Même si l'autre est un barbare, il y a de l'autre. Dans la modernité, à vrai dire, il n'y a pas de barbare. Parce que le colonisé, il est nommé à l'ancienne forme barbare, il sera identifié avec une certaine barbarie, mais à la fois, le colonisé, appartenant à cette socle commun de l'humanité, est quand même un homme. Alors, c'est là l'ambiguïté de l'humanisme par rapport à la colonisation, par rapport au massacre colonial, par rapport au racisme. C'est-à-dire que, quand on dit, c'est quand même pas en avant de considérer que les Noirs, l'Indien, les Chinois est un homme comme moi. C'est un pas en avant. Sauf que c'est pas en avant, se manifeste aussi par l'idée de dire, moi, de toi, je connais tout. Parce qu'après tout, tu n'es qu'un homme comme moi, mais moi développé. Vous voyez, c'est-à-dire que l'effet de la disparition de l'autre fuse sous la figure du barbare. Vous voyez, le barbare
d'où vient le mot barbare, hein, c'est-à-dire de l'époque de l'Empire romain. Barbare voulait dire celui qui baragouine, qui n'a pas, un langage, n'a pas un langage articulé. Alors, le barbare, il a trois caractéristiques, hein, c'est les 3 B. Hein. Il baragouine, hein, c'est-à-dire il n'a pas de langue. Il bouffe, c'est-à-dire qu'il ne mange pas, il bouffe. Donc, il n'y a pas des principes de séparation de ce qu'on bouffe, ce qu'on ne bouffe pas, ou comment on mange, n'est-ce pas? On bouffe et il baise. Hein, le barbare bouffe, baragouine et baise. C'est-à-dire qu'il ne fait pas l'amour, il n'a pas de rapports sexuels, il baisse. Dans la modernité, ce fonctionnement de la norme va déterminer comme le plus proche du barbare le déviant ou l'handicapé. Mais il n'y a plus de peuples barbares porteurs d'autres principes contre lesquels on est, vous comprenez? C'est pas pareil. C'est pas pareil de dire c'est des barbares, c'est l'autre, mais c'est un autre, que de dire c'est un comme moi, un moi. Hein? C'est-à-dire, et alors la place du barbare dans la modernité, à vrai dire, elle est occupée fondamentalement par l'handicapé, le fou, la femme, les déviants, les contestataires. Hein. Vous savez, par exemple, en psychiatrie, c'est quelque chose de très incroyable comme ça qu'on l'analyse. Par exemple, dans tous les services de psychiatrie, ou presque tous les services de psychiatrie, il y a une problématique par rapport à la sexualité des patients. Parce qu'on ne veut pas qu'ils fassent l'amour, qu'il y ait des rapports sexuels. Pourquoi? Parce qu'il y a un soupçon, vous voyez, il y a un soupçon de que quelqu'un qui n'est pas tout à fait civilisé, il ne va pas faire l'amour, il va baiser. Alors, dans tous les services de psychiatrie, je pense que vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'informe, il y a des pratiques eugénistes absolument acceptées par toute l'équipe, c'est-à-dire, tout bêtement, on donne la pilule, on stérilise, on évite que ça reproduise parce que ça baisse, vous voyez? Et bien sûr, ça baisse, ça bouffe, ça baragouine. Alors, dans cette solitude de l'anthropocène, effectivement, l'autre n'est jamais un vrai autre. Soit parce que si c'est d'une autre culture, il n'est pas encore comme moi, soit parce que si vraiment il y a une différence structurelle, comme être handicapé, fou, femme, je ne sais pas, n'est-ce pas? Bon, il ne pourra jamais être comme moi, donc je dois m'occuper de lui. Et si vous voulez voir des manifestations du colonialisme les plus dures aujourd'hui, vous n'allez qu'aller à l'hôpital psychiatrique le plus proche, dans les services sociaux les plus proches, et vous verrez les pratiques de colonialisme les plus dures, appliquées comme dans l'humanisme au nom du bien de l'autre, hein, dans lesquels, effectivement, on essaye de les civiliser. On essaie de civiliser ces gens-là, et la civilisation passe par une forte méfiance. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous êtes handicapé, vous avez intérêt, je ne sais pas si certains parmi vous se rappellent ou pas, si vous connaissez ou pas, qu'une fois on avait lancé un mouvement des handicapés méchants. On avait fait un truc avec une copine qui, malheureusement, qui a la sclérose en plaques, n'est-ce pas? On avait lancé le mouvement des handicapés méchants. Pourquoi? Parce qu'on avait constaté que quand je me promenais avec elle dans la rue, c'est un truc incroyable, j'ai poussé son fauteuil roulant et les gens me souriaient. Et même, il y a eu une fois un mec qui m'a dit bravo. Il doit penser que j'ai la tabassée et rester comme ça, je ne sais pas, c'est-à-dire, pourquoi bravo, non? Et alors Sylvia, qui s'appelle cette copine, avec elle on a dit, bon, dorénavant, ce qu'il va falloir, c'est que quand tu te balades, tu fasses comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Et là, tu verras que tu n'as pas le droit. Parce qu'un handicapé, il doit être gentil. Pourquoi il doit être gentil? Comme un fou, il doit être gentil, comme un noir doit être gentil, vous voyez, c'est-à-dire comme un handicapé quelconque doit être gentil. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas gentil, on va ipso facto le soupçonner de s'adonner à des pratiques barbares. Vous comprenez? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on se méfie de la sexualité du fou, la sexualité de l'handicapé, la sexualité des vieux, la sexualité des noirs, vous voyez, la sexualité... Parce que, effectivement, tout ce qui est déviant est soupçonné des 3 B. Vous voyez? Baisse, bouffe, baragouine. Ces gens-là.
ces gens-là. Avec cette différence que, bon, par rapport aux cultures, entre guillemets, différentes, on pense toujours pouvoir les élever vers nous, et les handicapés, alors eux, c'est la colonisation permanente. Bien, alors, la crise de la modernité, effectivement, nous la situons d'un point de vue historique en 1900. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1900? Il y a deux moments dans lesquels on situe la crise de la modernité. Donc, dans la flèche, comme ça, de l'historicité, ça va vous... Sinon, vous pouvez raconter s'il y a des blagues. Et dans cette flèche qui représente l'historicité de la modernité, cette flèche qui va du point alpha au point oméga, bon, du communisme primitif au communisme scientifique, comme on voudrait appeler, l'âge de l'esprit pour Hegel, eh bien, il y a effectivement, il y a une rupture à un moment donné, il y a une rupture de cette idée d'un progrès permanent, illimité. Le premier niveau de la rupture se situe en 1900, et le deuxième niveau de la rupture, on peut le situer autour de 1980. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1900? En 1900, il se passe quelque chose, je sais que c'est un sujet très connu, alors je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, je vais juste présenter un peu en général, après on peut revenir sur ce que vous voulez, mais bon, je l'aborde quand même pour qu'au moins on partage des trucs. En 1900, ce qui va se passer, c'est que en provenance des sciences dures, comme de ce que va s'appeler après les sciences humaines, comme des côtés artistiques, il va y avoir une rupture nette qui va s'opérer dans un laps très court d'une vingtaine d'années. Hein? C'est-à-dire que c'est un événement historique incroyable parce que dans une période très très courte et très concentrée, les fondements scientifiques, artistiques, etc., de la modernité vont être tous ébranlés, cassés, fissurés, comme on voudrait dire. Non? Et jusqu'à 1900, nous pouvons dire que l'homme, en tant que cette figure, non, construite, produite, et la société de l'homme avait occupé ces lieux du sacré. Hein, les sacrés s'étaient déplacés de la divinité vers l'homme. Hein, le sacré est toujours ce qui agit, ce qui donne des limites, etc. Les fondateurs. En 1900, effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer un phénomène de désacralisation de la société. Hein, c'est-à-dire qu'on pourrait les nommer, c'est comme ça qu'après coup, on va les nommer, après coup, on va les voir. La sacralisation de la société veut dire que tout à coup, tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui se passe pour l'homme est fondamental. Je vous avais fait référence, une fois je vous avais commenté qu'avec une étudiante, on avait fait une étude pour sa thèse, non? En comparant les textes théologiques du Moyen-Âge qui parlaient des dieux avec les textes des sciences humaines. Non? En voyant comment la sacralisation de l'homme, non, jusque-là, hein, la sacralisation de l'homme avait été une sorte de traduction, de transposition des mêmes questions qu'on s'est posées par rapport à Dieu, on s'est posé exactement les mêmes questions par rapport à l'homme. Vous voyez, c'est-à-dire que les sciences humaines correspondent à cette période de la sacralisation de l'homme dans laquelle l'homme, tout à coup, si au Moyen-Âge s'est posé la question de dire mais est-ce que Dieu peut tout faire ou peut pas tout faire? Est-ce que Dieu peut faire le mal ou peut pas faire le mal? Est-ce que Dieu a créé le monde comme ci ou comme ça? Est-ce que Dieu... Bon, toutes les questions théologiques les plus sophistiquées qui peuvent exister, les mêmes types de questions vont être appliquées maintenant à la nouvelle sacralité qui est l'homme et sa société. Hein? Et les sciences humaines, donc, vont être la théologie de l'époque de l'homme. Hein? La théologie de la nouvelle divinité. D'ailleurs, il y a une anecdote quand même très intéressante
un intellectuel iranien qui est un dissident, qui traduit mes bouquins en Iran, me racontait ça, qu'à Téhéran, la fac des sciences est une fac absolument islamiste. Et en revanche, la fac des sciences humaines était une fac très mal vue par le pouvoir. Et alors lui, il dit, c'est drôle, et non, il n'y a rien d'étonnant. C'est-à-dire, pour un ingénieur, un physicien, un chimiste, dire les différents processus mécaniques obéissent à des lois aléatoires, obéissent à Dieu ou obéissent à quelconque, c'est un problème qui ne change pas ses pratiques. Vous voyez, c'est-à-dire que d'où proviennent les forces des processus que j'étudie, d'où proviennent, ce n'est pas un problème pour un scientifique. Vous voyez, c'est-à-dire d'où ça vient. En revanche, pour les sciences humaines, l'islam était vraiment une religion opposée. Vous voyez, il y avait une guerre des religions. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous savez, les fameuses discussions dans lesquelles on dit un scientifique, qu'est-ce qu'il peut penser de Dieu? Un scientifique ne peut rien penser de Dieu parce qu'un scientifique a un plafond au-delà duquel toute question devient métaphysique. Vous voyez, c'est-à-dire, vous pouvez dire comment fonctionne la loi de la relativité générale, vous pouvez dire comment fonctionne l'ADN, vous pouvez continuer à étudier. Mais dire s'il y a une force au-delà qui oriente ce que vous étudiez, un scientifique ne peut que pas répondre en tant que scientifique. Après, il répond ce qu'il croit, ce qu'il ne croit pas. Vous voyez, mais c'est-à-dire que la science et Dieu marquent deux chemins absolument séparés qui permettent effectivement que les premiers à se faire couillonner par les retours religieux, par les sectes, etc., sont les gens des sciences dures. Les gens des sciences dures sont beaucoup plus amènes d'accepter un grand ingénieur, un grand architecte, etc., en tant que les mecs qui est dans les sciences humaines, lui, il a son propre Dieu, c'est l'homme. Alors lui, il ne veut pas, il y a guerre des religions. Bon, alors, en 1900, on peut commencer par plusieurs endroits, vous savez, c'est-à-dire l'idée de Galilée, que l'univers était écrit en langage mathématique, donc qui connaît les théorèmes, qui connaît les mathématiques, peut gouverner le réel, trouve, donc, premier point, en mathématiques. En mathématiques, qui est quand même la science des sciences, dans la modernité, l'axiome central de la connaissance dans la modernité est il y a des sciences que du mesurable. C'est l'axiome fondamental. C'est-à-dire qu'il y a des sciences que du mesurable. Si ce n'est pas mesurable, ce n'est pas une science. Et vous voyez bien comment, par exemple, justement, les dites sciences humaines essayent de mesurer pour avoir le diplôme sciences humaines, n'est-ce pas, science. Parce qu'il y a des sciences que du mesurable. Alors donc, au cœur de l'axe central de la modernité, au cœur des mathématiques, il va y avoir une catastrophe totale, c'est que les mathématiques en intériorité, non pas par rapport au monde extérieur, mais dans les mathématiques, ils vont trouver sa propre limite. C'est-à-dire que les mathématiques vont trouver deux limites. Une limite en extériorité, que c'est l'interface entre les mathématiques et la physique, donc les mathématiques et le monde extérieur, mais il va trouver aussi une limite intérieure. Les limites par rapport à l'extériorité, tous les deux sont par rapport à la prévisibilité, la possibilité de prévoir les phénomènes, par rapport à un déterminisme serait capable de prévoir l'évolution d'un système. Alors, c'est-à-dire que jusque-là, jusqu'en 1900, les logiques mathématiques et la logique tout court étaient fondées sur un axiome qui disait est rationnel ce qui est analytiquement prévisible. Vous comprenez? C'est l'axiome central de logique mathématique classique. Dit est rationnel ce qui est analytiquement prévisible. Ce que je ne peux pas prévoir n'est pas rationnel. Ouais. Alors, dedans les mathématiques, au cœur des mathématiques les plus dures,
il va émerger un problème de non-prévisibilité, des contradictions. Hein? C'est-à-dire des contradictions, des actions non consistantes, qui ne peuvent pas éliminer la contradiction. C'est-à-dire que donc nous empêche d'avoir une mathématique, une axiomatique complète, consistante et qui élimine toute contradiction de son sens. Vous comprenez? C'est-à-dire que si une chose peut être ou ne pas être, ou je ne peux pas la prévoir, du coup, il y a un problème, non, dans la modélisation de la chose, du phénomène en question. Et au cœur des mathématiques, donc au cœur même des mathématiques dures, et en autoréférence mathématique, il va émerger un problème de non-prévisibilité, d'indétermination ou d'incertitude. Ouais. Alors, il y a un congrès des mathématiciens en 1900, auquel participent Poincaré, Hilbert, Frege, bon, tous les grands mathématiciens, où effectivement, carrément, ils disent, non, à un moment donné, c'est dit qu'au problème du congrès des mathématiques de 1900 de Paris, on est face à un problème de fondement de la logique, des fondements de la logique. Sauf que vous comprenez ça, personne n'était au courant, il n'y avait que la tante des mecs qui l'avait dit qui était au courant. Mais simplement que les mathématiciens disent, la crème de la crème des mathématiciens disent, on est face à un problème de fondement des mathématiques, étant donné ce que signifient les mathématiques comme structure de la modernité, signifie qu'en 1900, la crème de la crème des mathématiciens disent il y a un problème de fondement de l'Occident. Vous comprenez? Des civilisations. Alors, ça ne va pas être entériné comme ça, hein, mais il y a des choses quand même. Le mathématicien allemand Hilbert essaye de créer une axiomatique complète et consistante. Complète, ça veut dire que tous les axiomes nécessaires soient là, et consistante, ça veut dire que les axiomes qui a cette axiomatique ne se contradisent pas l'un ou l'autre. Oui? Donc une axiomatique complète et consistante. Chasser la contradiction de l'axiomatique. Et les mecs, ils présentent ça, il est devenu connu historiquement au-delà des mathématiciens pour ça que je vais vous dire maintenant. Ils présentent, vous comprenez, les mecs, ils essayent de boucher le trou qui est apparu là. Et alors, il appelle ça axiomatique, Hilbert, comme moi, en tant que bon allemand, la solution finale. Alors il dit, c'est la solution finale. Il dit, on a un problème, ce problème-là est un problème que lui, comme Poincaré, comme Einstein à l'époque, tous ils avaient compris que ces problèmes-là, ce n'était pas un petit problème, que ces problèmes-là allaient détisser les fondements même de notre civilisation, n'est-ce pas? Et les mecs, ils proposent ni plus ni moins ça, et ça s'appelle comme ça la solution finale. Hein? Il y a eu d'autres Allemands après qui, face à d'autres processus aussi, ils proposaient des solutions finales. Alors, je vais le nommer vite fait, si vous voulez, on peut revenir la prochaine fois. Non? Dans la physique, alors dans les mathématiques fondamentales, dans la physique, qu'est-ce qui se passe? Il y a une interface dans laquelle la prédictibilité du système n'est plus possible en mathématiques pures et n'est pas possible non plus dans l'interface mathématique physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mondes physiques, les mondes réels, au-delà des modèles, n'obéissaient pas, n'étaient plus tout à fait compréhensibles avec les modèles mathématiques. Hein? Alors bon, c'est quoi la manifestation de ça la plus évidente? C'est effectivement l'émergence de la physique quantique, hein, et avec l'article d'Einstein de 1905. Jusqu'à 1905, jusqu'à l'article d'Einstein, il y avait deux choses. Il y avait l'énergie d'un côté et la matière de l'autre. Non? Et toutes les lois de la physique newtonienne se basent sur le fait qu'il y a l'énergie d'un côté, la physique de l'autre, et des rapports entre corps. Non? Tout à coup, l'article de 1905 sur les photons d'Einstein va à casser
cette barrière fondamentale dans toute la physique de la modernité, qui venait de quelques siècles. Parce que dans l'article des photons, effectivement, il y a ces fameux passages dans lesquels l'énergie est transposable en matière et la matière en énergie. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce sont deux modes d'un truc qui peut se transformer d'un an à l'autre. Oui. Et en physique, il se passe quelque chose de très particulier avec la physique quantique, c'est que tout à coup, toute la pensée de la modernité était basée sur l'idée que la civilisation était une avancée des lumières sur l'obscurité. Des lumières sur l'obscurité. Sur les continents noirs. Les continents noirs, c'est les continents de l'ignorance. Et vous savez, la femme était nommée aussi le continent noir, n'est-ce pas? C'est-à-dire, donc, l'avancée sur le continent noir. Mais, bien entendu, ce qui va de soi pour tout penseur, chercheur de la modernité, c'est que si la connaissance progresse, elle progresse sur un territoire qui existe. Sinon, sur quoi progresse-t-elle? La physique quantique va filer un coup à ça. Qu'est-ce qui se passe dans la physique quantique? Il y a un schéma que des physiciens ont construit pour expliquer, c'est un petit schéma, mais que c'est ça, c'est à la fois un schéma, mais à la fois c'est ça qui se passe, pour comprendre la révolution qu'implique la physique quantique en 1900. Non? Ils vont dire, si un homme vient pêcher dans un lac, non? S'il pêche un poisson, moi je dis, c'est parce que ici on est en temps 2, non? Il pêche un poisson. S'il pêche un poisson, dans la physique newtonienne, c'est parce que dans le temps A, oui, les poissons étaient dans les lacs. Non? C'est clair ça. C'est l'idée que le monde existe tel qu'il est donné. Donc ce que je trouve en temps 2 était en temps A. Alors la physique quantique, elle peut s'illustrer comme ça. Si les chercheurs quantiques, un quantum c'est une quantité de matière fondamentale, c'est un électron, un proton, deux. Et si les physiciens pêchent un poisson quantique, non? Là c'est un poisson newtonien, là c'est un poisson quantique, Heisenberg. Bon. Si un physicien pêche un poisson quantique en temps 2, qu'est-ce qui se passe en temps 1? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de poisson. Vous comprenez? Donc, ça pose un tout petit problème. Vous voyez, ça pose un tout petit problème. Pourquoi ça pose un tout petit problème? Parce que le progrès voulait dire que ce que je connaissais ici était une avancée sur les réels existants. Mais si les réels existants ne préexistent pas mon geste de la connaissance, je suis dans la merde. Vous voyez? Je suis dans la merde parce qu'effectivement, ça veut dire donc qu'un certain mode de penser la objectivité du monde qui justifiait la connaissance comme connaissance objective, parce que même pour celles qui connaissent Kant, l'effet que l'en soi ne soit pas effectivement atteignable, ça questionne en rien pour Kant les possibilités d'une connaissance rationnelle, consistante, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est-à-dire que pour tout le monde, y compris donc Kant, la connaissance est connaissance de ce qui est connaissable, non? Mais qui était là, qui est là. Et tout à coup, le réel s'est fait la malle. Vous voyez? Alors vous imaginez la surprise pour les physiciens de dire, mais comment ça s'est fait? Le réel, c'est quoi? Hein? Vous savez que quand même ça a donné naissance à pas mal de, disons, un imaginaire très fécond sur le fait de dire
le monde, c'est moi qui le construis, ou des trucs comme ça. Bon, effectivement, rien de tout ça dans la physique quantique, hein, c'est-à-dire, dans la physique quantique, la question c'est les conditions d'émergence ou de production d'une situation objective. Hein, ça n'a rien de subjectif là, c'est-à-dire c'est pas si les physiciens est comme si, ils voient le monde comme si je vois, vous voyez, mais, bon ça c'était tout un mambo très très dominant qui reste encore, qui est ma vision subjective, ma vérité, vous voyez, qui est un mambo quand même qui est accompagné par les dites sciences humaines, a créé des fameux relativismes culturels qui a débouché aujourd'hui dans le subjectivisme total de à chacun sa vérité. Vous voyez? Bon alors, très malheureusement pour ces pauvres physiciens qui n'avaient rien à voir avec tout ça, et on les invoque comme ce qui légitime cette stupidité de à chacun sa vérité, il n'y a pas de vérité universelle. Simplement, vous comprenez que à chacun sa vérité, lui, c'est l'homme qui a sorti la vérité de l'intérieur pour la fixer à l'extérieur. Et lui, c'est l'homme qui, sans aucune vérité intérieure, trouve un monde où il n'y a pas de vérité extérieure. Vous voyez, grosso modo. Donc, l'homme de la postmodernité, pour le dire comme ça dans un raccourci, n'est plus l'homme qui regarde autour de lui, il dit « Ah merde, je suis seul, il y a de l'homme partout, il n'y a pas d'autre de l'homme ». L'homme de la postmodernité n'est pas dans la solitude parce que c'est une solitude dans laquelle il n'y a même plus d'homme. Vous voyez? C'est-à-dire que la question de la vérité, à partir d'un certain moment, eh bien, tout bêtement, devient pour le moins très compliqué. Hein? Voire à niveau des idéologies postmodernes, d'un art postmoderne, d'une économie, d'un mode de vie postmoderne, c'est qui reste absolument éliminé. Il n'y a plus de vérité. Mais c'est intéressant de voir dans ces raccourcis caricaturage, je vous l'accorde, très très rapide, mais c'est important de voir comment cet homme non moderne, avec un rapport à une vérité. Une vérité, ça veut dire, d'un point de vue scientifique, un système d'asymétrie non questionnable. Vous voyez, un système d'asymétrie non questionnable. C'est pas pareil. Ceci n'est pas pareil à ça, et ça ne dépend pas de ma subjectivité. Il y a des asymétries qui sont antérieures à l'homme. Ici, il y a des asymétries, donc des vérités extérieures à l'homme. Et ici, l'homme de la postmodernité va se trouver avec... Mais donc, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. C'est un récit, bien entendu, c'est un récit. Alors, si on comprend ça, n'est-ce pas? Si on comprend ça, bon, effectivement, après, il y a la théorie des champs qui tente d'expliquer cette idée de où dont-il passait le poisson dans le temps 1, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait des poissons. Alors, Einstein, Podolsky vont faire un fameux article, Einstein, Podolsky, Roussel, je ne sais pas s'appeler le troisième, moi je ne me souviens pas bien, qu'on présente toujours comme EPR, c'est pour ça que je ne me rappelle pas des noms, mis à part Einstein. Et le théorème EPR dit, est une déclaration, on va dire, c'est une déclaration de principe dans laquelle Einstein se révolte contre les tendances, entre guillemets, nihilistes, donc ici il n'y a rien, hein, et ça émerge là. Et ils disent, même si le poisson quantique n'existait pas, ne préexistait pas sous cette forme-là, il va dire Einstein, quelque chose préexistait. Vous voyez? En tant que les tendances les plus radicales disent, on ne peut absolument pas se prononcer avant l'acte de mesure, ça c'est un acte de mesure, hein, c'est le geste des mesures, hein, dans lequel on va mesurer un électron. Mais pour comprendre ça, ça veut dire que si moi je mesure, si j'ai un appareil de mesure à travers lequel je mesure un électron, cet électron-là procède à ce qu'on appelle une réduction du paquet d'ondes. C'est-à-dire qu'il y a une série d'ondes, hein, et l'effet de mettre en interaction
mon appareil de mesure avec un champ d'ondes fait qu'il y a une réduction de ces paquets d'ondes. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui existe là, sous la forme de ondes, va passer à exister de forme corpusculaire par ce qu'on appelle une réduction du paquet d'ondes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je n'ai pas un appareil des mesures, des captures du paquet d'ondes, l'électron occupe tout l'espace. Ou par exemple, qu'est-ce qui fait un électron, qui est quand même des drôles de manières? Si moi, avant la réduction du paquet d'ondes, je permets, par un dispositif très complexe, mais peu importe, non? Je permets, par un dispositif qui serait comme une sorte de passoire, pour dire comme ça, une passoire énergie. Je mets deux entrées pour l'électron, non? Au moment de la réduction du paquet d'ondes, par les deux trous, entre guillemets par les deux trous passera le même électron. Vous voyez, c'est des petites choses qui, effectivement, ne pas démolir l'ensemble de la physique newtonienne. Non pas la démolir dans le sens qu'elle n'existait plus, mais qu'est-ce qui fait? Va la régionaliser. C'est-à-dire régionaliser, vous comprenez ce que je veux dire par là? Régionaliser, ça veut dire qu'effectivement, les pommes continuent à tomber, mais dans un certain référentiel. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans certaines coordonnées physiques, dans un certain champ physique, les pommes tombent. Si je vais vers un autre référentiel, qui est le référentiel de la microphysique, la loi de la gravitation universelle ne s'applique plus. Vous voyez? Alors, à niveau de la microphysique, il se passe des choses très très étonnantes, que ça fait maintenant 115 années, vous voyez, 114 années, et on continue quand même à ne plus avoir une certitude, un socle commun qui nous permet de travailler là-dessus avec une nouvelle réunification de la physique. Par exemple, quand deux particules se rencontrent à un moment donné, interagissent, non? Qu'est-ce qui se passe? Si moi, par exemple, je balance deux pièces de monnaie qui s'entrechoquent dans l'air, la suite du mouvement de ces deux pièces de monnaie n'a aucun rapport entre elles. Chacune fera ce qu'elle fera. Si deux particules, deux microparticules subatomiques, donc, à un moment donné interagissent, après, quand elles se séparent, elles vont continuer à agir en parallèle en permanence. Vous voyez? C'est le phénomène d'aspect étudié par Frege. C'est-à-dire que cette particule et cette particule deviennent jumelles, et une fois qu'elles sont interagies, vont continuer à se comporter de la même façon au-delà de la distance qui existe entre elles. Vous voyez, une peut être en Alaska, l'autre peut être en Ushuaïa. Eh bien, elles vont continuer dans leur existence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après, ils vont interagir avec une autre et ça va changer le cours, n'est-ce pas? Ce n'est pas une éternité. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'un point de vue de la physique, ce qui va se passer en 1900, c'est que le monde tel comme on le concevait, les mondes dans lesquels il y avait des pommes qui tombaient, une matière qui, si je fais ça, je suis sûr que c'est parce qu'elle était... J'arrive, vous voyez, je suis absolument sûr que c'est pas parce que j'ai fait ça que les planchers apparaissent, vous comprenez? Bon, ces mondes-là disparaissent. Je vais aller vite par rapport aux sciences plus humaines, disons. En linguistique, par exemple, un linguiste comme Frege, il va essayer de proposer une solution que là, vous pourrez comprendre de quoi il parlait Hilbert sans parler des mathématiques, mais si vous le souhaitez, on peut effectivement même mettre sur le blog les explications d'Hilbert, et je peux vous faire une version un peu comme ça allégée. Mais bon, qu'est-ce qu'il va proposer Frege, qui est exactement la même chose qu'il propose Hilbert pour les mathématiques, mais dans la linguistique? Il va dire,
le monde au-dessous des modèles, les mondes réels, vous voyez l'interface entre les modèles et les mondes physiques, il est devenu impossible. Cette corrélation est devenue impossible. Hein? C'est-à-dire, je n'arrive plus à déterminer les mondes réels. Et alors, qu'est-ce qu'il va proposer, et qui est devenu effectivement un principe de fonctionnement de la postmodernité? Il va dire, il faut créer un langage autoréférentiel. C'est exactement ce qu'il voulait faire Hilbert par rapport aux mathématiques. Hein. Un langage autoréférentiel, ça veut dire quoi? Un langage qui ne fasse pas référence à un monde extérieur qui est devenu pour le moins si bizarre. Vous voyez? Et alors, ce qu'il va dire Frege, il dit, après tout, moi, de la ville de Chicago, qu'est-ce que je peux connaître? Dans cette interface-là, vous voyez, là, il y aurait les mots hein, pour faire... si vous me suivez, là, ce serait le niveau symbolique des mots et des concepts, et là, ce serait le monde physique. Ouais. Alors, de la ville de Chicago, qu'est-ce que je peux connaître? Rien. Alors, qu'est-ce que je peux connaître de Chicago, dit Frege? Ben, que c'est trisyllabique. Vous voyez, Chicago. C'est-à-dire que ce qu'il va proposer Frege, c'est quelque chose que vous aurez compris, et un principe de la postmodernité fondamentale, c'est que tout est récit, sans qu'il existe aucun méta-récit pour faire la part des choses. Vous comprenez? C'est à chacun sa vérité. À chacun sa vérité. Vous voyez? C'est-à-dire, le langage autoréférentiel de Frege est effectivement, bon alors, c'est les principes mathématiques de Frege. Frege était un très 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 grand logicien. Il ne s'agit absolument pas de ridiculiser des monstres comme Hilbert ou Frege, monstres dans le bon sens. Non, c'est simplement je vous donne des éléments qui convergent, qui m'arrangent bien moi par rapport à ce que je vais vous expliquer. Et après, effectivement, Frege comme Hilbert continuent à être étudiés, c'est très très important, ne sont pas du tout ni dépassés ni oubliés. Mais quand même, il y a là-dedans, au niveau d'explication qui est le mien, qui est au niveau des tendances, des grosses tendances, on voit bien là que dans ce renoncement au monde, il y a un renoncement à cette complexité trop obscure, jusqu'au point dans lequel, dans ce qu'on appelle en Europe les tournants linguistiques, avec Lacan et d'autres, on va nier cette existence, on va dire tout est langage, tout est signifiant. Hein? En niant cette dimension-là pour Lacan et pour certains post-structuralismes, cette dimension-là, on va l'appeler le réel. Mais le réel, ce n'est plus un réel qui existe. Le réel, c'est simplement, dans la logique mathématique, la logique de Lacan, ce qui fait faille dans les symboliques, vous voyez? Ce qui fait trou dans les symboliques. C'est-à-dire que dans la philosophie, dans la linguistique, dans la science, dans la pensée postmoderne européenne, on va avancer à partir de 1900 vers ce qu'on appelle les tournants linguistiques, qui signifie la primauté donnée seulement au récit et la négation de toute accessibilité au mode d'existence du réel. Le réel, ce n'est que ce qui fait faille au symbolique. Bon, dans les sciences humaines aussi, dans l'historiographie, et l'apparition de ce que j'ai cité tout à l'heure, l'école des annales. Qu'est-ce que va dire l'école des annales? L'école des annales va dire quelque chose qui va tout à fait dans ce sens-là. Il va dire, finalement, l'histoire qu'on fait, c'est une histoire des grandes catastrophes, des grands rois, des grands trucs. Mais, après tout, qu'est-ce qu'on en sait, nous, des grandes tendances? Donc, il dit, on va faire une historiographie qui est une historiographie des petits mouvements du quotidien, n'est-ce pas? Alors, dans l'histoire des annales, il y a une tendance vers cette dispersion et une très forte tendance vers la recherche d'une nouvelle unification. Hein? C'est pourquoi, par exemple, Braudel, il va proposer
de nouveaux sujets. Ferdinand Braudel, dans l'historiographie, va proposer de nouveaux sujets. Il va dire, d'accord, on ne peut plus étudier l'histoire des hommes et des rois, c'est une connerie d'étudier comme ça, mais alors on peut chercher de nouveaux sujets. Alors c'est comme ça qu'il étudie la Méditerranée comme un sujet. Vous voyez? Bon, dans l'historiographie, c'est une exception. Disons que c'est le seul courant des pensées théoriques, pratiques, dans lesquelles, à cette dispersion du réel, lui va être proposé une nouvelle ordonnancement du réel, une nouvelle organicité. Mais quand même, les écoles postmodernes les plus classiques sont les écoles de l'archi-individualisme, il n'y a plus aucune tendance, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de peuple, il n'y a rien, il n'y a que des individus qui se baladent, qui arrivent à l'idéologie néolibérale aujourd'hui dominante qui dit il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. C'est-à-dire que tous les mouvements à partir de 1900 est un mouvement dans lequel l'unité de la modernité va connaître un mouvement de dispersion. Ouais. Et donc ça c'est dans l'historiographie. Dans la psy par exemple, dans la psy, Freud, qu'est-ce qu'il va dire? Freud va dire l'homme n'est pas maître chez lui. Donc c'est pas lui l'acteur des actes, c'est pas lui le sujet des actes. Il est bougé par des force qui les dépasse. N'est-ce pas? Ce qui va faire Freud là, mais je vous dis, là on a un très 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 gros trait, c'est-à-dire on va revenir sur chacun de ces trucs-là. Ce qui va faire Freud, c'est qu'il va avoir un geste vers la déconstruction postmoderne et un geste, il n'y a pas en arrière, parce qu'il va dire, c'est vrai que l'homme de la modernité n'existait pas, cet homme que Kant appelait de la majorité rationnelle n'existait pas. L'homme, il est bougé par un tas de trucs non rationnels. Donc, il va déconstruire l'homme, mais avec sa théorie de l'inconscient, il va réunifier l'homme en construisant un homme qui a une sorte de sac à dos, vous voyez, où toutes ces choses-là qui ne s'expliquent pas dedans sont expliquées par une sorte d'adjus. Vous voyez, c'est-à-dire que Freud, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire deux gestes. D'une part, va contester, comme tout 1900, l'unité de la modernité, en ce cas-là, l'unité de l'homme. Mais il va faire un geste, comme Braudel dans la historiographie, d'imaginer une nouvelle unité. Donc la nouvelle unité qu'il va donner Freud est de dire, bon, c'est vrai, l'homme, il est bougé par des trucs non conscients, mais attention, parce que l'homme a aussi un inconscient. Vous voyez? Et rien encore bon. Et dernière chose, mais pour nous pas la dernière du tout, effectivement, dans l'art, effectivement, nous voyons la déconstruction, mais ça c'est quand même effectivement notre hypothèse centrale de travail ici, c'est l'accès à la compréhension de l'époque par les formes artistiques. Dans l'art, la crise de 1900, nous la voyons parfaitement, parce qu'autour de 1900, toutes les formes artistiques archétypales, d'archétypes, vont être déconstruites. Toutes. C'est-à-dire que dans la peinture, tout à coup, le cubisme, le dadaïsme et le surréalisme, n'est-ce pas? Dans la chorégraphie, Isadora Duncan ou d'autres, tout à coup, ils vont dire mais danser, c'est non pas du tout danser à partir d'archétypes préexistants, mais des façons de bouger autres que chacun invente la sienne, n'est-ce pas? Dans l'architecture, ça va être un peu plus tardivement, mais pas tant que ça. L'émergence des tendances postmodernes, c'est de là que vient le nom, où on utilise tout et n'importe quoi, on mélange tout et n'importe quoi, vous voyez, parce qu'il n'y a plus d'unité. Et dans la musique, effectivement, c'est la dissolution des deux axes, l'harmonie et la... L'harmonie et la mélodie.
dans lesquels, effectivement, tout à coup, on va se poser la question mais qu'est-ce qu'est un son? Qu'est-ce qu'est la musique? Vous voyez, en déconstruisant l'unité jusque-là de la musique. Hein, c'est-à-dire l'éruption de la musique sérielle, dodécaphonique, contemporaine, etc., va arriver à un point qui est, bon, peut-être le point le plus haut avec la musique contemporaine, hein, dans lequel, effectivement, il n'y a plus une différenciation entre un son, une harmonie, il n'y a rien qui unifie ça. Vous voyez, dans le sérialisme, par exemple, dans le sérialisme, il y a des sons, mais dans lesquels on ne peut pas dire ici ça commence, ici c'est le point culminant, ici c'est fini. Il y a des sons qui convoquent l'auditeur à compléter s'il peut quelque chose. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'œuvre, il n'y a plus une œuvre qui se présente face à un homme de l'humanisme qui doit regarder. Il y a une dislocation des sons, des images, des figures. Il y a une dislocation qui se présente dans sa dislocation à un public qui n'est plus convoqué en tant qu'homme de l'humanisme. Et c'est ça qui rend l'art contemporain si difficile à comprendre. Parce qu'effectivement, l'art contemporain procède d'une dislocation de la perception de l'artiste qui accepte de produire des sons ou des images sans chercher une unité. Il ne cherche pas quelque chose à dire. Et il ne s'adresse pas non plus à un public qui se présente comme un homme de l'humanisme qui va regarder. S'adresse aussi à des parties disloquées du public. Vous voyez, c'est-à-dire que vous, en tant que public de n'importe quelle forme artistique contemporaine, vous n'êtes pas convoqué dans votre unité historique, singulière, subjective, en tant que Pierre, Marie, je ne sais pas. Vous voyez? Au contraire, l'art contemporain ne peut trouver son destinataire que dans la mesure où celui qui va regarder quelque chose d'art contemporain, écouter, je ne sais pas, peu importe, accepte lui-même que des parties de lui disloquées entrent en résonance avec les parties disloquées de l'art contemporain. Oui. Il y a une dislocation là qui fait, là je m'arrête là-dessus, qui fait que la non-compréhensibilité de l'art contemporain, loin d'être un défaut de l'art contemporain, un accident de l'art contemporain, est dû structurellement au fait qu'il n'y a plus de sujet de la compréhension qui produit des objets compréhensibles pour un public. C'est-à-dire que c'est un art qui produit et reproduit et manifeste les mondes de la dispersion, hein, celle dont parlent les physiciens, les mathématiciens, etc. Alors, écoutez, là, j'ai mis un coup d'accélérateur parce qu'on a un petit programme. Je vous ai dit, la prochaine fois, on essaiera avec Nicolas, Karine, Norbert, de parler un peu de ces formes, de tout ceci sous des formes artistiques. Hein, on parlera des formes artistiques, la musique, les arts plastiques et le théâtre, on essaiera de revenir là-dessus. Et comme je vous ai dit plusieurs fois, de toute façon, il y a une forme spiralaire d'avancer dans laquelle on va revenir là-dessus, on va déployer un peu plus chacune de ces dimensions. Hein. Et je vous rappelle que l'idée, c'est que dans la réunion intermédiaire, le mot-clé de la réunion intermédiaire, c'est transposer. C'est-à-dire, ce que je vous raconte ici, l'idée, c'est de voir comment est-ce que petit à petit, ce que je vous raconte ici peut trouver en vous des échos par rapport à votre expérience, par rapport à votre vécu. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vivez ça ou pas, qu'est-ce que vous voyez de ça ou pas, par rapport à votre expérience. Et alors donc, bon voilà, l'autre invitation, c'était de dire qu'on vous invite fortement à participer
de façon active dans les blogs. Hein, parce que les blogs est quelque chose qui permet que ce qu'on commence à faire ici soit un peu connu, partagé à l'extérieur. Alors ce qu'on voudrait, c'est vous inviter sous des formes de billets, des petites chroniques, des petits commentaires, ce que vous voulez, hein, à mettre des trucs dans les blogs. Et d'autre part, aussi, c'est tout à fait souhaitable, par exemple, de proposer des films, des lectures, mettre des passages, même copier des passages d'un texte qui vous semble entrer en consonance avec ça, parce que l'idée c'est créer petit à petit cette synergie, non? Tu nous parleras un peu du théâtre non occidental aussi, il faut programmer, non? Et l'idée c'est petit à petit de créer cette synergie qui permet de travailler sur l'hypothèse centrale qui est forme et époque. Je vous rappelle, dans cette idée quand même très humblement et démocratique d'éducation populaire, dans laquelle on dit, pour que l'époque soit compréhensible, il faut qu'on soit capable d'accéder à la forme qui à nous est accessible, parce que dans toute forme, il y a la possibilité de comprendre l'époque. Bien, merci de votre attention, et bon, à la prochaine, c'est quand? 3 février. Au 3 février, merci beaucoup.